Ce soir à l'émission, Luc Vézina brigue la mairie de Sainte-Thérèse. Le gouvernement du Québec a pris notre règlement et il l'a appliqué à l'ensemble du Québec. Et c'était une fierté. Un autre succès pour le Grand McDon. On est là pour vraiment aider les familles et être à l'écoute. Et des milliers d'amateurs de musique au festival Santa Teresa. On voit l'achalandage dans les cafés, dans les boutiques. C'est une des raisons d'être de Santa Teresa. En entrevue, je reçois Richard Galli qui nous parle de la formation professionnelle au CSSMI. Mais nous, on a la prétention de dire que la formation professionnelle peut offrir des avenues fort intéressantes aux jeunes. Je m'entretiens également avec Pierre Parizeau-Legault à propos de la journée de mobilisation des connaissances en itinérance. On a eu, comme c'est le cas en Montérégie, comme c'est le cas en Outaouais, une augmentation drastique des personnes en situation d'itinérance visible. Enfin, Éric Huard nous parle du droit à l'image et de vie privée. Toute personne a droit au respect à sa réputation et de sa vie privée. Bienvenue à Accès Local. Mardi 13 mai 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Jeudi dernier, le Parti thérésien a présenté son candidat à la mairie pour les élections du 2 novembre, élections municipales. C'est Luc Vézina qui va faire campagne. Oui, Claude, Luc Vézina, qui est conseiller municipal à la ville de Sainte-Thérèse depuis 30 ans. Dans ses priorités pour la ville, il parle d'améliorer l'accessibilité aux services de base et de bien savoir gérer la dette de la municipalité qui va augmenter considérablement dans les prochaines années avec des projets de grande envergure comme la construction du nouvel aréna. Monsieur Vézina nous parle des projets sur lesquels il a travaillé en tant que conseiller municipal qui lui ont apporté le plus de fierté. J'ai présidé le comité pour l'interdiction des pesticides dans la MRC. Et on a réussi à interdire tous les pesticides dans notre région. L'année suivante, le gouvernement du Québec a pris notre règlement et il l'a appliqué à l'ensemble du Québec. Et c'était une fierté. Ensuite de ça, on a eu l'usine de filtration des eaux qu'on a améliorée. On a mis en place un programme de réparation des infrastructures. Et le Parti thérésien, Clara, en a profité pour annoncer que les 3 autres conseillers de l'opposition vont solliciter un 4e mandat. Oui, tout à fait. Il est question de Barbara Morin, d'Armando Mello et de Joanne Michaud. Le Parti thérésien présente aussi 5 autres conseillers pour les autres districts de la ville. Celle qui retient notre attention, c'est Régine Apollon, qui avait déjà été conseillère municipale de 2017 à 2021. Elle avait marqué l'histoire en devenant la première femme noire élue dans les Basses-Laurentides. Aux dernières élections, elle avait été défaite de quelques votes seulement. Oui, et la course avait été très serrée en 2021. Oui, effectivement, aux dernières élections, le Parti thérésien avait été défait par 69 votes seulement. Monsieur Vézina nous explique un peu sa vision des choses. On avait fait une très, très belle campagne. Puis les gens, ils voyaient notre campagne, écoutez, c'était sûr qu'on gagnait. Puis les gens, on va pas voter, on n'ira pas voter, vous allez gagner. On était tellement fiers de nos réalisations. Fait que les gens, ils n'ont pas été votés. Donc, quand tu es un parti qui veut prendre la place d'un autre, bien, les gens qui ne sont pas satisfaits de l'administration en place, eux se déplacent et vont voter. Voilà, Claude, reste à voir comment ça va se jouer cet automne. Pour le moment, il y a 2 partis qui sont enregistrés à Sainte-Thérèse, le Parti thérésien et le Parti citoyen de Christian Charron. L'équipe de M. Charron n'a pas encore organisé d'événements de lancement de campagne, mais a tout de même confirmé que M. Charron et les conseillers Michel Miette, Jacinthe Prince, Héloïse Bélanger et Mylène Morissette se représentent pour les élections qui se tiendront donc le 2 novembre prochain. Changement de sujet. Jeudi dernier, il y avait un autre événement important, le Grand McDon, qui est une collecte de fonds pour l'organisme, organisée, je veux dire, par les franchises de restaurants McDonald's. Comment ça s'est déployé dans la région? Alors, c'est un événement de collecte qui se déroule partout au Canada. Dans les Basses-Laurentides, ce sont 6 restaurants, plus un à Terrebonne, les restaurants de la famille Lévy, qui amassaient des fonds pour l'organisme Autisme Laurentide. Et c'est pas d'hier, Clara, que la famille Lévy est associée à Autisme Laurentide. Non, ça fait 19 ans maintenant que cette collaboration a débuté. Au fil des ans, c'est plus de 500 000 $ qui ont été récoltés par les restaurants McDonald's de la région pour être redistribués dans les services d'Autisme Laurentide. Karine Brunet, qui est
directrice générale de l'organisme et de la Fondation Autisme Laurentides, nous parle de l'importance de ce partenariat pour son organisme. Le taux de prévalence a vraiment augmenté. Donc, de sensibiliser puis d'avoir des journées comme ça pour que les familles puissent voir qu'est-ce qu'on fait dans les Laurentides puis qu'on est là pour vraiment aider les familles puis être à l'écoute de ceux qui ont des enfants autistes. Le taux de prévalence auquel Mme Brunet fait référence, c'est le nombre d'enfants qui reçoivent un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Si maintenant on en est à un enfant sur 50, avant c'était plutôt un enfant sur 165, d'où une demande croissante dans les services d'accompagnement. Et comment ça s'est passé sur place, le Grand McDon? Ça se déroulait dans une ambiance très festive. J'étais à la succursale de Boisbriand. Des bénévoles récoltaient des dons auprès des clients. Les pompiers et les policiers étaient sur place, ainsi que des élus. Je laisse le mot de la fin à Albert Lévy, franchisé McDonald's. C'est une journée au cours de laquelle, bien sûr, on va recueillir le maximum de fonds pour les enfants, mais c'est également une journée de répit et de plaisir pour les familles et les enfants. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du festival Santa Teresa. À plus tard, Claude. Le premier ministre du Québec, François Legault, et son ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ont remis des décorations aux agents Antoine Huot, Félix Roux, Sébastien Charette et Michel Monpetit de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville lors de la journée de reconnaissance policière tenue hier à l'École nationale de police du Québec. Ces 4 policiers et policières sont intervenus de façon héroïque pour évacuer tous les résidents d'un immeuble à logements multiples qui était la proie des flammes le 29 février 2024 à Boisbriand. La ville de Rosemère annonce la 4e édition de l'événement Rosemère en art, les 31 mai et 1er juin, de 10h à 17h, sur les parterres du service des loisirs de l'église Sainte-Françoise-Cabrini et à la verrière de la bibliothèque H.J. Emmons. Cet événement culturel rassemblera 56 artistes de plusieurs régions du Québec, dont plusieurs de Rosemère, qui peindront en direct et présenteront leurs dernières créations. Roland Palmertz, artiste peintre international, y produira publiquement une œuvre qui sera ensuite remise à une personne de l'assistance. L'idée d'apprendre un métier en peu de temps et d'obtenir un emploi rapidement se trouve au cœur d'une campagne orchestrée par le Centre de services scolaires d'Émile-Île, qui veut ainsi promouvoir ses nombreux programmes de formation professionnelle et de formation générale des adultes. J'en discute avec Richard Galli, directeur général adjoint du CSSMI. Bonsoir, Monsieur Galli. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Alors, gagne ta vie vite, vite, vite. Perds pas ton temps, ta carrière t'attend. Ça, ce sont les messages qui accompagnent vos efforts de promotion et qu'on voit apparaître sur des panneaux autoroutiers, sur des autobus. Il y a derrière tout ça le désir de valoriser la formation professionnelle. C'est bien ça? C'est bien ça. Dans notre mission globale là, de favoriser la persévérance scolaire auprès de nos élèves, jeunes et adultes, cette campagne-là vise à mettre l'emphase sur la formation professionnelle plus précisément. Formation qui existe depuis très longtemps, mais qui est peut-être méconnue du grand public. Alors, on souhaite la faire connaître davantage. Vous mentionnez qu'il y a des tabous autour de la formation professionnelle. Quels sont-ils, ces fameux tabous? Bien, en fait, la majorité des parents, on a le souhait que nos enfants finissent leur DES dans les programmes plus classiques, suivi du cégep et suivi de l'université si possible. Tout ceci représente une voie fort louable, mais nous, on a la prétention de dire que la formation professionnelle peut offrir des avenues fort intéressantes aux jeunes, des avenues qui sont, je l'ai nommé, méconnues et qui peuvent offrir un avenir très positif là, pour les jeunes qui s'y engagent. Bon, oui, tout ça mène vers de très beaux métiers, soit dit en passant. Vous avez aussi lancé un site web qui est une vitrine sur les programmes que vous avez à offrir. Comment vous les présentez, ces programmes-là? Bien, en fait, c'est une description. Le site web, il s'appelle perdspastontemps.com. Tous les programmes que nous offrons au CSSMI, ils sont présentés. C'est descriptif en termes de dans quel domaine d'emploi on peut espérer travailler si on suit tel et tel programme. En combien de temps? Ça prend combien de temps faire le programme? Qu'est-ce que ça prend pour y accéder? Les perspectives d'emploi de chacun des domaines. Et le site est dynamique, il est bien fait, c'est concentré, l'information y est concentrée. Alors, perdspastontemps.com pour les parents, pour les élèves, c'est la bonne adresse pour s'informer. Est-ce que ce sont tous des métiers spécialisés pour lesquels il y a une forte demande sur le marché en ce moment? En grande majorité, oui. On pense aux métiers reliés au domaine de la santé, forte demande. Métiers reliés au domaine de la construction, forte demande. Le monde agricole aussi,
qui est peut-être moins connu, mais pour lequel il y a beaucoup de demandes. Alors, à notre centre de formation agricole à Mirabel, on offre des bonnes formations pour nos jeunes là-bas. Des programmes, bon, moi j'en ai compté 27 là, qui mènent à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. Il y en a 4 qui permettent d'obtenir une attestation de spécialisation professionnelle, une ASP. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, une ASP, c'est un programme qui est plus court. Puis le mot le dit un peu, c'est une spécialisation pour un domaine particulier. Par exemple, on a un DEP en soudure, mais l'ASP va être soudure sous pression. Donc, c'est un domaine particulier d'un champ plus large et pour lequel les gens vont souhaiter venir se spécialiser dans ce domaine-là plus particulièrement. J'ai remarqué que ces programmes-là, bon, ils ne démarrent pas tous en même temps, ça c'est une chose, mais qu'il y en a certains qui affichent déjà complet. Est-ce qu'on va en ouvrir des nouveaux? Oui, absolument. On appelle ça des cohortes, là, des nouveaux groupes qui ouvrent dans chacun des programmes. Il y en a minimalement un par année. Parfois, certains programmes peuvent en avoir 2, 3 par année qui ouvrent. Alors, c'est là que c'est important d'aller visiter le site souvent pour aller voir quelles sont les dates de début des prochaines cohortes, s'y inscrire. Et oui, peut-être que ça peut générer un peu d'attente dans certains cas, mais c'est pas tous les programmes, là. Il y a vraiment des programmes qui sont très populaires. On pourrait nommer charpenterie-menuiserie, qui est dans ce cas-là. Mais sinon, les dates de début des cohortes sont connues d'avance et les gens peuvent s'inscrire et ils savent d'avance à ce moment-là. Là, on a parlé de formation professionnelle depuis le début de l'entrevue, mais il est question aussi de la formation générale là, pour les adultes là, dans cette campagne-là. Exact. La formation générale adulte, le mot dit formation générale, donc ce sont les mêmes cours qu'au secondaire. On se souvient tous, on est allé à l'école, maths, français, anglais, histoire et compagnie. Alors pour les gens qui souhaitent terminer leurs études secondaires ou qui souhaitent aller chercher les préalables requis avant d'aller en FP, en formation professionnelle, vont fréquenter un centre de formation générale adulte. Alors, c'est deux domaines qui se complètent bien là, à ce niveau-là. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à aller consulter votre site web pour prendre connaissance de l'abondance de l'offre. Richard Galli, directeur général adjoint du Centre de services scolaires d'Émile-Île. Merci d'avoir été là. Merci à vous. La ville de Sainte-Thérèse invite la population à l'expo vernissage des participants au cours d'art visuel dispensé par la municipalité. La première édition de cet événement se déroulera le 25 mai prochain de 11h à 15h à la Maison La Chaîne. Lors de cette exposition, les artistes amateurs pourront partager leur travail avec la population thérésienne. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Les artistes seront sur place afin de parler de leur création et de leur démarche. Des prix de présence seront remis durant l'après-midi. Le colloque des sciences se déroulera le vendredi 23 mai au Cégep de Saint-Jérôme. Pour l'occasion, les cohortes finissantes des programmes Sciences de la nature et Sciences informatiques et mathématiques présenteront leurs projets de fin d'études. Quelques 41 projets seront présentés, abordant des sujets comme l'effet du vapotage sur la carie dentaire, les détecteurs de mensonges, les véhicules téléguidés et bien d'autres. À noter que le public sera appelé à voter pour son projet coup de cœur. On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que quelqu'un a le droit de publier une photo de moi sans mon consentement? Exact. C'est des questions qu'on reçoit régulièrement, puis c'est un sujet d'actualité. Il y a eu un événement en 2016 là, qui a fait les manchettes à Laval. Il y a une dame qui avait pris en photo un individu là, dans un événement festif de la ville. Elle n'était pas satisfaite de son comportement et elle l'a publié sur les réseaux sociaux mentionnant qu'elle l'avait trouvé désobligeant. Et l'homme a retrouvé la dame et a déposé une plainte à la Cour civile pour obtenir un dédommagement. Et la Cour lui a donné partiellement raison. Monsieur a obtenu un dédommagement pas aussi important qu'il le demandait, mais on lui a donné raison parce que oui, au Canada et même au Québec, le Code civil, l'article 35 mentionne là, clairement que toute personne a droit au respect à sa réputation et de sa vie privée. Donc, dans le fond, le fait d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre sans lui demander son consentement, sans avoir son autorisation, bien, ça peut mener à certaines problématiques. L'article qui est important à retenir, c'est quand même l'article du Code criminel 162.1, qui est la notion de distribution d'images non consensuelles. La distinction, c'est la notion d'image intime à ce moment-là.
on est l'exemple de 2 partenaires, une photo un peu plus personnelle, mais là, on pourrait aller au code criminel. Mais normalement, ce seraient des éléments qui seraient de l'ordre de la cause civile. Ouais. Donc, on peut faire des démarches en ce sens-là. Fait que c'est ça que ça veut dire. Tu sais, imaginons là, que quelqu'un prenait une photo de vous dans un parc ou à quelque part. Si vous êtes la personne principale dans la photo, ben ça me prend votre autorisation officielle pour la déposer sur les réseaux sociaux puis l'utiliser. Et on va donner une certaine ouverture si, exemple, ben, je prendrais une photo de la rue puis vous êtes à l'arrière-plan, vous n'êtes pas le personnage central, bien à ce moment-là, il y aurait une tolérance qui serait faite, mais vous pourriez quand même avoir des recours pour la signaler, pour contacter la plateforme ou aller jusqu'à des recours judiciaires si cela incombait à votre réputation. L'autre dimension, là, quelle est l'utilisation moi, que je peux faire d'une photo qui se trouve sur les réseaux sociaux? Exact. Bien là, ça, c'est délicat. Ça aussi, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que parce qu'exemple, la presse publie une image, que nous, on a le droit de l'utiliser. On n'est pas libre de droit, mais c'est la même chose. C'est l'utilisation que vous en faites. Je donne un exemple. Je prends une photo de vous que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, mais j'y vais d'une explication. Cet homme m'a fait telle chose, cette personne-là habite près de chez moi, j'aime pas son comportement, tout ça. Là, on tombe dans un problème parce que l'utilisation de l'image est pas adéquate, est pas faite dans le respect, puis j'ai pas votre autorisation de l'utiliser. Fait que bien qu'on trouve des images sur les réseaux sociaux, ça ne nous donne pas le droit d'en faire une utilisation quelconque. Le plus bel exemple de ça, c'est des élèves d'une école, exemple, qui voudraient faire une blague en utilisant une photo de leur professeur qui ont trouvé sur les réseaux sociaux. Bien, exemple, ça pourrait poser problème à l'article 35, puis il y aurait des recours légaux à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des notions qu'on devrait connaître par rapport aux enfants? Oui. Les enfants, la notion de mineur est encore plus sévère. Là. Pour photographier ou filmer un enfant, il faut avoir vraiment le consentement des parents, très important. Et même que les enfants, on a déjà vu des dossiers très connus de mineurs qui revenaient contre leurs propres parents ou contre des membres de la famille pour une photo qui a été publiée dont on n'avait pas le consentement de l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est délicat même de prendre des photos. Il faut donc avoir une autorisation claire. Puis souvent, les écoles le font. Exemple, là, pour des jeunes qui vont dans une classe. Mais c'est quand même très important. Fait qu'imaginons que vous, ça vous arrivait, là, qu'une photo de vous circule. C'est important de comprendre qu'on peut demander le retrait de l'image à la personne directement. On peut faire la demande à la plateforme. Puis si on se voit essuyer un refus, bien là, à ce moment-là, on peut intenter une action au civil pour atteinte à la vie privée. Très important que les gens le comprennent. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que si on prend une photo dans un parc, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver devant le juge. C'est exactement ça. Ben, merci beaucoup, Éric Huard. Merci, puis j'en profite pour souligner que c'est la semaine de la police. Je salue tous mes collègues. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Bonne journée. La journée de mobilisation des connaissances en itinérance en sera à sa 3e édition le vendredi 16 mai à Saint-Jérôme. J'en discute avec Pierre Parizeau-Legault, professeur au département en sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme. Monsieur Parizeau-Legault, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, ben, merci d'être là. Avec le CIS des Laurentides, l'UQO est l'un des principaux instigateurs de cet événement-là. Vous contribuez à son organisation. Il y a un thème cette année qui est « Agir ensemble devant l'itinérance ». Le choix des mots est certainement pas anodin. Qu'est-ce que ça contient, ce thème-là? Vous l'avez bien nommé. Pour nous, on considère que l'itinérance, c'est un phénomène qui en appelle à une responsabilité collective. Ouais. Dans les 3 dernières années, le CIS des Laurentides, l'UQO, mais aussi les partenaires de la communauté ont décidé de créer un espace de dialogue où on pouvait créer du lien, comme on le dit souvent dans notre jargon, pour que les différents acteurs de la région puissent avoir un moment pour s'asseoir, réfléchir ensemble, bâtir des ponts de collaboration. Cette année, en fait, c'est la 3e édition. C'est plus de 200 personnes, en fait, qui viennent dans la région. C'est un événement qui est majeur dans les Laurentides. 200 personnes, ça peut sembler anodin, mais pour nous, c'est énorme. Et cette année, c'est le CIS des Laurentides qui assure la coordination de l'événement, qui est toujours un événement qui est organisé avec les 3 partenaires, donc communauté, université, puis... Il y aura différents ateliers durant cette journée-là avec cette volonté annoncée de réfléchir aux stratégies d'action collective les mieux adaptées à la réalité régionale. Alors, quelle est-elle, cette réalité? La majorité des études qu'on a en notre possession s'intéressent beaucoup à la réalité de l'itinérance dans les grandes villes. Et quand on parle de grandes villes, bien souvent, on réfère à une forte densité de population, une forte densité de services, une organisation collective qui est très différente. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est le transport en commun.
Ce qui fait en sorte que quand on essaie de prendre ces données-là et de voir comment on est capable de les appliquer dans des régions qui sont très différentes sur le plan démographique, sur le plan social, c'est là qu'on a différents défis. Donc, si on prend les Laurentides, par exemple, on voit que dans le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible, on a eu, comme c'est le cas en Montérégie, comme c'est le cas en Outaouais, une augmentation drastique des personnes en situation d'itinérance visible qui nous appelle donc à... Quand on mesure l'ampleur du phénomène, on se rend bien compte que ce n'est plus qu'une question de grandes villes. Évidemment, on a des grandes villes dans les Laurentides. Par contre, la situation, on la voit bien, là, ça implique également des plus petites localités qui ont pas nécessairement toujours été confrontées avec la même intensité au phénomène de l'itinérance. Donc, ça nous incite vraiment à réfléchir à une meilleure flexibilité de service, à la meilleure façon de répondre aux besoins des personnes qui se trouvent dans une situation où ils sont souvent très désaffiliés des services également. Donc, il faut les rejoindre au bon endroit, avec la bonne approche, pour tenter, en fait, de trouver des solutions durables. Donc, on souhaite que les personnes qui vivent l'itinérance puissent s'en sortir rapidement pour qu'on évite les dommages à long terme, puisque la rue est un milieu extrêmement difficile. On dirait que plus on en parle, plus on s'y penche, plus on réalise que les racines du problème sont profondes. Est-ce que je me trompe? Ah, vous avez tout à fait, en fait. Et ce serait, ce serait une erreur de pointer une cause, un responsable. Les racines, elles sont multifactorielles. Évidemment, il y a des sorties d'institutions. Hein, quand on s'intéresse à la trajectoire des personnes, on voit que souvent dans la sortie, par exemple, de centre jeunesse, d'établissement de santé, si les choses sont mal tricotées ensemble ou mal organisées, il peut y avoir une augmentation du risque de passage en itinérance. Donc, il y a des causes un peu plus structurelles. Il y a des causes interpersonnelles aussi. Il y a des gens qui, finalement, pour différentes raisons, vont se retrouver à la rue à la suite, par exemple, d'une séparation. Dans l'itinérance féminine, on doit absolument parler de la violence conjugale aussi, qui fait partie du phénomène, qui est peut-être une cause de biais, mais qui participe activement, principalement chez les femmes. Et on a également des causes individuelles, des personnes qui peuvent présenter des problèmes de santé mentale, qui viennent de milieux socio-économiques un peu plus défavorisés, qui vivent dans des situations de fragilité, de vulnérabilité. Et là, quand le tissu social se modifie, comme on l'a vécu depuis la pandémie, on voit que ces personnes-là, en fait, se fragilisent davantage. D'accord. Vous l'avez tenu 2 fois, cet événement-là. Est-ce que vous avez pu déjà observer des effets positifs sur le terrain ou à tout le moins des avancées significatives dans la réflexion que vous en faites? En toute fausse humilité, je dirais que oui. Moi, je me plais à dire qu'en créant un espace de dialogue, on permet aussi aux gens de se connaître. Je le dis souvent, peut-être de manière caricaturale, mais il y a personne qui se lève en ayant des mauvaises intentions. Les gens se lèvent, vont travailler, puis ont affaire à ce phénomène-là à partir de leur propre lentille. Moi, j'en ai une comme chercheur, mais j'imagine très bien que d'autres acteurs vont avoir une façon d'aborder le problème différent. Quand on agit dans l'urgence, comme c'est le cas depuis les 3, même 4 dernières années et plus, souvent, c'est le temps de réfléchir à la question de manière collective qu'on n'a pas. Donc, quand on est toujours dans l'urgence, cet espace de dialogue-là, de création de liens, il s'amenuise et c'est un peu notre rôle, mon rôle comme chercheur, le rôle des établissements de santé, de la communauté aussi, de créer des espaces où ces liens-là vont pouvoir se créer. Donc, je dirais que depuis les 3 dernières années, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la capacité collective à se concerter, se mobiliser, identifier des objectifs communs. Elle aura lieu ce vendredi 16 mai, cette journée-là. Je vous souhaite tout le succès escompté et de nouvelles avancées. Pierre Parizeau-Legault, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci de vous intéresser à ce phénomène-là puis aux initiatives locales. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, la fin de semaine dernière, le centre-ville de Sainte-Thérèse s'est littéralement transformé pour recevoir des milliers de festivaliers. TVBL était sur place pour l'occasion. Oui, Claude, c'est donc le festival Santa Teresa qui prenait d'assaut Sainte-Thérèse vendredi, samedi et dimanche dernier. Je vous laisse découvrir un peu l'ambiance dans notre reportage de ce soir. C'est un festival à Sainte-Thérèse, vraiment super cool. Tous les styles musicaux, c'est ça qui est vraiment le fun. Le vendredi, c'était plus rock. Le samedi, c'était vraiment plus urbain et pop. Et ce soir, vu que c'est la fête des mères, on y va plus généraliste avec Lou Adrienne Cassidy, Ariane Moffat, Rose et compagnie pour que tout le monde y trouve chaussures à son pied. Santa Teresa est née dans une situation où la ville de Sainte-Thérèse
a fait appel à l'équipe pour trouver un petit kick pour le centre-ville pour le début de l'été. C'est pour ça qu'on est là. La programmation, je l'adore parce que c'est beaucoup une programmation de relève musicale québécoise, comme par exemple ce soir, c'est Lou Adrienne Cassidy qui est, si je me trompe pas, c'est la première fois qu'elle est vraiment tête d'affiche dans un festival. Fait qu'on est les premiers à y avoir donné ça. Je suis super content. Puis, étant donné que c'est le premier festival on dit de l'été, même si c'est pas encore officiellement l'été, même s'il fait super beau aujourd'hui, ça donne quand même de l'engouement, puis ça donne un effet de tremplin pour les autres festivals dans l'année. À savoir aussi, cette personne-là a été programmée, c'est le fun, comment ça on ne l'a pas sur notre festival. Fait qu'on est souvent les personnes qui débutent les hostilités des festivals. Fait que vous lancez le bal. Oui, exactement. On a des groupes locaux aussi. Ce qui est super cool pour Sainte-Thérèse, je parle entre autres à Céréales Dauphin, qui avait participé au concours l'année passée, qui avait gagné, qu'on a reprogrammé cette année. Donc, les artistes locaux et puis les artistes qui étudient à Lionel Groulx, n'hésitez pas là, à participer à chaque fois qu'il y a des concours open mic. Ça vaut vraiment la peine. On vous écoute, on vous voit. Puis, dans la mesure du possible, on va vous faire une place. Ben, jusqu'ici, tout va bien. On n'a aucun problème, à part le petit avis d'ébullition d'eau, évidemment. Fait qu'il faut faire attention à ça. Moi, ce que je trouve tellement le fun avec Sainte-Thérèse, c'est que le maire et tout le conseil municipal nous aident tellement, sont tellement impliqués. Ça fait vraiment du bien. Tous les commerçants locaux aussi sont en feu pour l'occasion. Puis on voit toute la différence. On voit l'achalandage dans les cafés, dans les boutiques. C'est une des raisons d'être de Santa Teresa. Puis je pense qu'on a bien réussi notre pari à ce niveau-là. Et encore plus s'attendre, mettons, pour les prochaines années. Est-ce que vous savez déjà de quoi ça peut avoir de l'air? C'est sûr qu'on va rajouter des petites touches internationales pour l'année prochaine. Mais non, je dis rien. Surveillez le site Internet puis abonnez-vous aux réseaux sociaux, c'est la meilleure façon. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos Artisans suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.